Bonjour à toutes et à tous. Dans ce cours, nous aborderons la naissance et l'évolution du théâtre en langue française depuis le XIIe siècle jusqu'au XVe siècle. Nous y verrons notamment comment le théâtre en langue française se divise déjà en un théâtre sérieux, issu de la liturgie et religieux, et un théâtre comique, issu de la tradition populaire. Le théâtre religieux et le théâtre comique du Moyen Âge, vous le verrez, ont eu une destinée tout à fait différente dans les siècles qui ont suivi. Entre les mystères, des œuvres religieuses sans unité, mais originales, populaires et nationales, et la tragédie du XVIIe siècle, importée de la Grèce et de Rome et destinée à un public cultivé, et triplement verrouillée dans son unité, comme vous le savez, unité de temps, de lieu et d'action, il n'y a presque aucun point commun. Alors que le théâtre comique médiéval, incarné notamment par la farce, n'a été, quant à lui, pas détrôné par la comédie antique. Cette farce faite d'observations amusées, on la retrouve plus ou moins profonde ou plus ou moins bouffonne à tous les âges du théâtre français. Afin d'aborder le théâtre médiéval, il est important d'abord de connaître 4 notions principales qui font l'objet de notre deuxième vue. C'est le cycle liturgique, c'est-à-dire l'enchaînement des événements qui permettent aux chrétiens de revivre l'ensemble de l'histoire du salut et de la vie du Christ au cours de l'année, qui détermine et rythme les représentations des miracles et des mystères, 2 notions indispensables du théâtre du Moyen Âge, du XIIe siècle donc au XVe siècle. Les 2 genres renvoient donc à une forme de théâtre sacré, mais d'un côté nous avons les miracles. Donc les miracles, c'est l'un des composants principaux du théâtre religieux médiéval, qui raconte l'intercession d'un saint ou de la Vierge, donc qui raconte une action d'un saint ou de la Vierge. On a surtout dans ce genre-là le miracle de Théophile, écrit par Rutebeuf, et ce qu'on appelle les jeux, donc le jeu de Saint-Nicolas par Jean Baudel au XIIIe, et les miracles de Notre-Dame un peu plus tard au XIVe siècle. On y reviendra un peu plus tard dans ce cours. En face des miracles, nous avons donc les mystères qui représentent quant à eux des scènes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, mais leur particularité est qu'ils racontent la vie entière d'un saint ou un épisode entier de la Bible. On en retrouve dès le XIIe siècle, mais il se développe surtout au XIIIe, au XIVe et au XVe siècle. On notera notamment parmi cette catégorie des mystères le cycle de l'Ancien Testament, donc les mystères d'Adam, qui date du XIIe siècle, puis le cycle du Nouveau Testament, les mystères de la Conception, et surtout les œuvres d'Arnoul Gréban sur lesquelles on reviendra, le mystère de la Passion, et le cycle des saints dans lequel on retrouve notamment les actes des apôtres. Je vous renvoie pour ça à votre brochure. Pour ce qui concerne le théâtre comique, donc 2 notions à connaître, les sottis et les farces. Alors il faut savoir que le théâtre comique, outre quelques auteurs tels que Adam de la Halle, sur lequel on va travailler, trouve son essor plus tardivement que le théâtre sérieux. La comédie se développe réellement à partir du XVe siècle, à l'occasion de la participation de laïcs aux représentations théâtrales. On rencontre alors 2 confréries joyeuses qui sont des associations rivales et qui se forment et qui vont déterminer également l'utilisation du genre de la farce d'un côté, de la sottise de l'autre. Donc d'un côté vous avez les clercs de la Basoche qui jouent les farces et de l'autre les enfants sans souci qui jouent les sottis. On y reviendra plus particulièrement tout à l'heure. Mais il est à retenir donc que cette différenciation vient d'abord de la rivalité des gens qui représentent ces 2 styles de théâtre médiéval. À l'intérieur des 2 genres, il y a évidemment d'autres différences. Les sottis sont des pièces satiriques qui ont pour finalité de représenter la folie humaine et qui sont jouées par des acteurs vêtus d'une robe jaune et verte et coiffés d'un chaperon à longues oreilles, donc tout l'imaginaire qu'on a du bouffon médiéval. Et par-dessus ce costume, ils plaçaient un insigne particulier au rôle qu'ils incarnaient, et ainsi se trouvait figurée la philosophie de la sottise, à savoir que tous les hommes sont fous et qu'ils ne diffèrent que par le genre ou le métier dans lequel ils exercent la folie. Le thème central donc de la sottise, c'est cette représentation de la folie humaine, ce qui n'est pas le cas dans les farces. La farce n'a d'abord été qu'un intermède comique dans la représentation des mystères, qui permet de faire une pause dans ces représentations qui duraient souvent plusieurs jours. Et ces farces peu à peu vont conquérir leur individualité. Elles sont des comédies bouffonnes, qui se rapprochent un peu des fabliaux, dont le but n'est pas didactique, et dans lesquels on va retrouver quelques caractères classiques de la comédie ensuite, notamment le fait de se moquer des maris benets, des femmes coquettes et rusées, etc.
Comme farce relativement connue aujourd'hui, on a notamment la farce du Cuvier ou la farce de l'avocat Patelin sur lesquelles nous allons revenir. Donc miracle, mystère, farces et sottises, ce sont les 4 notions à retenir qui fondent le théâtre médiéval. Ce théâtre médiéval, il connaît très grossièrement 2 périodes que nous allons analyser. D'abord une période qu'on pourrait dire de balbutiement qui va du XIIe au XIIIe siècle, c'est-à-dire une période de laïcisation progressive du théâtre qui est issue à l'origine des drames liturgiques, et une période également d'émergence de nouvelles formes. C'est là qu'on voit apparaître les miracles et les toutes premières formes de la comédie qui, comme je l'ai dit, se développent plus tard. Donc dans cette période, on retiendra 4 œuvres principales. Pour ce qui est du théâtre sérieux et des miracles, le jeu de Saint-Nicolas de Jean Baudel autour de 1200, puis le miracle de Théophile de Rutebeuf autour de 1270. Et pour ce qui est du théâtre profane, on retiendra en fait uniquement les œuvres d'Adam de la Halle, celles qu'il nous reste aujourd'hui, le jeu de la Feuillée, donc autour de 1270, et le jeu de Robin et Marion, autour de 1270 également. Pour ce qui est de la deuxième période que je vais distinguer dans ce cours, donc le XIVe et le XVe siècle, c'est plutôt une période de développement et d'essor pour les mystères, et surtout une période de développement des formes de théâtre comique. Pour ce qui est du théâtre sacré, on y retiendra notamment la création de miracles de Notre-Dame, qui viennent compléter les miracles des saints que nous avions déjà au siècle précédent. Et puis, en ce qui concerne les mystères, on retiendra donc notamment les œuvres d'Arnoul Gréban, le mystère de la Passion, un mystère essentiel du Moyen-Âge, et les mystères des actes des apôtres, écrits par Arnoul et Simon Gréban entre 1460 et 1470 à peu près. Pour le théâtre profane, je le disais tout à l'heure, c'est le moment de développement des sottis et des farces. On a surtout aujourd'hui encore des textes de farces, et notamment la farce du Cuvier et la farce de Maître Patelin, sur lesquelles je m'arrêterai plus longuement. D'abord donc, le théâtre sacré se développe à partir du XIIe siècle. Alors pour autant, quand on doit parler des origines du théâtre sacré médiéval, il ne faut pas imaginer que le haut Moyen-Âge a complètement ignoré le théâtre. Si nous remontons jusqu'au IVe siècle, nous trouvons une Clytemnestre imitée de Sénèque, par exemple, ou une Orestie, des pièces imitées du théâtre antique, et on retrouve également des tragédies chrétiennes écrites à peu près dans le goût de dramaturges antiques tels Euripide, écrites par des prêtres chrétiens notamment. À partir du 5e siècle, cependant, on commence à observer quelque chose de tout à fait différent et de beaucoup plus important. Il y a certaines manifestations d'un goût et d'un esprit dramatique à l'intérieur de la liturgie, et notamment à un événement, les funérailles de Sainte Radegonde, où 200 religieuses se mettent à chanter une espèce d'élégie autour de son cercueil, pendant que d'autres répondent depuis les fenêtres du monastère par des plaintes ou des gestes de deuil. Donc il y a toute une mise en scène des funérailles de Sainte Radegonde qui déjà montre une certaine volonté de théâtralisation de la liturgie. Ce même fait, donc cette espèce de théâtralisation, est signalé pour d'autres funérailles illustres. Ce sont là des ébauches de représentations dramatiques qu'il faut au moins noter au passage, sans qu'on puisse dire ni savoir si elles ont eu la moindre influence directe sur le développement du goût dramatique qui a eu lieu plus tard. Ce qui est très probable, c'est que le drame populaire français du XIIIe siècle a certainement été fortifié par les beaux spectacles que l'Église donnait dans l'enceinte de ses temples aux populations dès le Xe siècle. Au commencement du XIe siècle, on commence à observer ce qu'on a appelé le drame liturgique. C'est-à-dire qu'à certains jours de fête, le clergé ajoutait à l'office sacré une représentation dialoguée pour mettre sous les yeux des fidèles les principaux événements racontés. Donc à Noël, par exemple, on montrait aux fidèles la crèche, l'enfant Jésus, la Vierge, l'ange annonçant la nativité au berger, qui venaient ensuite adorer le Christ. C'est ce que l'on appelle le drame liturgique,
Il avait pour théâtre l'Église uniquement, pour acteurs les prêtres et les clercs, et pour langue le latin. Donc là, nous sommes au XIe siècle, et à partir du XIIe siècle, le français fait son apparition dans ces drames liturgiques, qui est bientôt joué non plus uniquement dans l'enceinte de l'Église, mais parfois sur le parvis, et de plus en plus aussi par des laïcs. Donc, au milieu du XIIe siècle environ, par imitation du drame liturgique, des pieux laïcs se mettent sur des tréteaux et en place publique à représenter des scènes de l'histoire religieuse. Alors la première œuvre de ce genre que nous connaissons, c'est la représentation d'Adam, qui date donc du XIIe siècle. Elle fut jouée sur un théâtre en plein vent devant l'église. L'œuvre, elle est écrite en français et elle était interrompue de temps en temps par des textes liturgiques en latin, lus par un clerc, et dont le drame n'était en fait que le développement. Ce drame, donc, la représentation d'Adam, met en scène la chute d'Adam et le meurtre d'Abel, suivi d'une procession des prophètes qui ont annoncé le Christ. Il semblerait donc que les miracles soient nés de cette laïcisation progressive du drame liturgique, qui donne lieu, donc, au XIIe siècle toujours, à des miracles par personnage, dont les deux manifestations les plus connues datent du tout début du XIIIe siècle et du milieu du XIIIe siècle, donc le jeu de Saint-Nicolas de Jean Baudel, ou le miracle de Théophile de Rutebeuf. Alors ces miracles sont souvent commandés par des confréries soucieuses d'honorer leur saint patron. Ces miracles, donc les miracles des saints, puis plus tard les miracles de Notre-Dame, traitent chacun d'un miracle en particulier, opéré par le saint auquel il est dédié ou par la Sainte Vierge depuis le séjour céleste. Du XIIIe siècle, il ne nous reste que deux œuvres de ce genre dit sérieux. Le jeu de Saint-Nicolas d'abord, donc, qui est l'un des plus anciens miracles, qu'on atteste autour de 1200, et le miracle de Théophile de Rutebeuf, qui est connu par ailleurs pour des écrits lyriques, et qui met en scène une légende très souvent traitée au Moyen-Âge, celle de Théophile, un prêtre ambitieux qui se vend au diable, puis se repent, et grâce à l'intercession de la Vierge, obtient de recouvrer le billet par lequel il s'est livré. Au XIVe, donc un peu plus tard, pour donner un peu plus de perspective à cette évolution du miracle, deux types de miracles sont à retenir, deux types de phénomènes surtout. D'abord, les miracles de Notre-Dame, c'est-à-dire une mutation des miracles des saints vers les miracles de Notre-Dame. Ces miracles de Notre-Dame ont le caractère commun de pousser le thème de base du miracle beaucoup plus loin et de mettre en scène les pires misères humaines, soulagées et pardonnées par l'entremise miséricordieuse de la Vierge. L'autre phénomène à retenir pour les miracles à partir du XIVe siècle, c'est que certains miracles vont devenir simplement des récits édifiants sans être véritablement religieux. C'est le cas de l'histoire de Griseldis, notamment. Donc c'est un récit sur l'exemplarité d'une femme dont le mari, le marquis de Saluces, va tester la fidélité et la soumission en lui faisant subir un certain nombre d'épreuves très sympathiques, comme l'exil de ses deux enfants, le fait qu'il la chasse de chez lui et qu'il feint de prendre une autre femme jusqu'à ce que, touché par sa soumission, il la reconnaisse pour sa vraie épouse. Des miracles donc qui vont délaisser parfois l'exemplarité des saints ou de la Vierge pour raconter des cas de comportement édifiant. Quant au théâtre comique, ses origines restent assez obscures. Il semble qu'il ne se soit développé qu'après le drame religieux et seulement vers le début du XIIIe siècle. En tout cas, nous ne connaissons aucun texte avant le XIIIe siècle. On envisage notamment l'hypothèse que les jongleurs ne colportaient pas uniquement des chansons de gestes et des romans, mais qu'ils avaient aussi un répertoire de dits, de monologues, etc. Et que, à deux ou trois, ils devaient jouer des petites pièces renouvelées du théâtre antique ou empruntées au fond des contes populaires. Donc les deux plus anciennes pièces comiques que nous ayons sont d'un trouvère d'Arras, Adam de la Halle, et elles apparaissent en fait très isolées dans leur genre,
mais elles semblent prouver par leur qualité qu'elles appartiennent déjà à un genre traité et mis au point. Ces deux pièces, donc, il s'agit du jeu de la feuillée et du jeu de Robin et Marion, dont je vais faire des résumés assez rapides, et je vous renvoie à votre brochure pour des compléments essentiels. Donc le jeu de la feuillée, d'abord, c'est un mélange de satire personnelle, de merveilleux et de tableaux réalistes, à propos duquel on évoque le souvenir de la comédie grecque d'Aristophane. Donc le cadre sous une feuillée, donc c'est-à-dire une tonnelle de verdure, se trouve réunis plusieurs bourgeois d'Arras, le poète lui-même, maître Adam, son père, maître Henri, et un médecin, un moine montreur de reliques, un fou et son père. On trouve également le personnage du commun qui renvoie au peuple, 3 fées, une allégorie de la fortune, donc énormément de personnages réunis, et l'intrigue, elle, est assez lâche, c'est-à-dire que l'intrigue n'est qu'un cadre dans lequel l'auteur place la satire très vive et personnelle de sa propre famille, de ses amis d'Arras, de la politique, de la médecine, etc. Donc il commence par tourner en ridicule les habitants de la ville d'Arras, qu'il est sur le point de quitter. Puis, la nuit venue, il nous fait assister à l'apparition de 3 fées, précédées d'un chasseur fantastique du nom de Hellequin. Donc un mélange de merveilleux et de réaliste. Et enfin, la pièce se termine par les propos des bourgeois qui boivent et jouent au dé assis sous la feuillée. Donc c'est une pièce extrêmement variée, dans laquelle l'unité est difficile à trouver. Et la deuxième pièce que nous avons, donc le jeu de Robin et de Marion, est très différente de cette première œuvre. Le jeu de Robin et de Marion, c'est une idylle paysanne qui met en scène les amours d'un couple villageois, contrarié par la rivalité d'un chevalier. On y rencontre donc Marion qui, tout en gardant ses moutons, chante Robin qu'elle aime. Lorsque survient un chevalier qui veut enlever la bergère, celle-ci le repousse et Robin, suivi de ses amis, vient se réjouir et danser avec Marion après qu'elle l'a repoussé. Donc là, c'est vraiment une pièce beaucoup plus simple, avec une intrigue qui se veut simple et agréable, et dont l'intrigue est mêlée, un peu à la manière d'un opéra comique, de chants, dont l'auteur avait lui-même composé la musique. Donc on le voit, 2 œuvres extrêmement différentes l'une de l'autre, et surtout extrêmement isolées à l'intérieur de ce siècle. J'en viens à la deuxième partie de cette périodisation, donc pour les genres théâtraux de la fin du Moyen-Âge, le XIVe et le XVe siècle. Donc c'est un moment où le théâtre connaît son plus grand développement au Moyen-Âge, avec un phénomène principal à retenir, à savoir que le monologue et le dialogue, qui étaient les 2 éléments principaux du théâtre médiéval jusque-là, cèdent la place petit à petit à une organisation beaucoup plus complexe et motive la création non plus de troupes, non pas encore, de troupes, mais de confréries, pour le théâtre religieux d'une part, puis de confréries joyeuses, c'est-à-dire l'équivalent pour le théâtre comique, ou ce qu'on a appelé aussi parfois des abbayes de jeunesse. Ce qu'il faut savoir, bien sûr, c'est qu'il n'y a pas d'acteurs de métier au Moyen-Âge. On retrouve à l'intérieur des pièces de théâtre toutes les classes de la société, le clergé, la bourgeoisie, les étudiants, les écoliers, les artisans, tous fournissent des acteurs provisoires et volontaires. Alors pour ce qui est du théâtre religieux, j'ai déjà un peu parlé de l'évolution des miracles un peu plus tardivement au Moyen-Âge. Je m'arrête ici plus particulièrement sur les mystères dont je parle donc depuis tout à l'heure et que je vais définir un peu plus précisément. Donc les mystères mettent en scène, à la différence des miracles, non pas simplement un événement dans la vie d'un saint, mais la vie entière d'un saint ou la totalité d'un livre ou d'un épisode biblique. Leurs représentations sont des moments extrêmement importants dans la vie des villes, qui durent parfois plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et ces représentations sont associées en général avec 2 autres types de représentations théâtrales, c'est-à-dire qu'elles sont entrecoupées de farces notamment. Les représentations des mystères étaient organisées par les villes. Elles représentaient des frais absolument gigantesques et faisaient appel à des mises en scène extrêmement complexes, faites de machinerie, avec des trucages très élaborés, en particulier des trucages très élaborés pour montrer les scènes de torture et de supplice,
On avait créé déjà des seringues qui projetaient un liquide rouge pour simuler la crevaison des yeux de certains martyrs, des clous de papier gorgés de peinture rouge sur lesquels on faisait notamment marcher Saint Vincent pour simuler le sang sortant de ses pieds. On avait inventé un mannequin qui remplaçait in extremis l'acteur au moment de la décollation de Saint Jean-Baptiste, etc. Donc on mettait en scène des machineries assez élaborées. Et la population tout entière était appelée à la préparation du spectacle et se retrouvait pour y assister. On entourait tout le cercle de l'espace scénique qui pouvait être étendu aux dimensions d'une grande place de ville ou d'un parvis d'église. Comme vous le voyez sur cette vue, c'était donc des décors énormes dans lesquels plusieurs lieux étaient représentés par ce qu'on appelait des mansions, c'est-à-dire des décors symboliques, peu réalistes, qui représentaient par exemple le paradis, l'enfer, Nazareth, Jérusalem, tous les lieux qui venaient constituer la vie du saint ou l'épisode biblique. Je vous renvoie à votre brochure pour aller voir plus de détails sur ces décors. Alors les plus grands mystères qui nous sont restés aujourd'hui, ce sont le mystère de la Passion d'Arnoul Gréban autour de 1452, qui a été ensuite poursuivi par Jean Michel, donc qui a pris la suite de l'écriture de ce mystère en 1486. Le mystère des Actes des Apôtres, qui est également d'Arnoul Gréban et de son frère Simon Gréban, et qui représente plus de 62 000 vers, donc une très très longue pièce. On a également quelques mystères profanes, comme le mystère de la destruction de Troie la Grande, de Jacques Millet, attesté autour de 1453, qui met en scène pour la première fois le monde antique, et non plus le monde biblique, dans un mystère. Alors ces mystères, ils ont été interdits, alors qu'ils étaient en plein succès, par l'arrêt du Parlement du 17 novembre 1548, donc au XVIe siècle. Pourquoi est-ce qu'ils ont été interdits ? Eh bien précisément parce que les représentations étaient entrecoupées de farces et qu'on a alors condamné ce mélange du registre sacré avec un registre profane, comique, voire parfois licencieux. On a continué en province à jouer des mystères de manière épisodique jusqu'à la fin du XVIe siècle, mais de moins en moins. Et l'avènement de la tragédie classique ensuite a terminé d'achever cet ancien théâtre religieux. Le théâtre comique de la fin du Moyen-Âge, enfin, se divise donc en deux genres, et je terminerai ce cours là-dessus. Deux genres qui vont donc avec une rivalité entre deux types de représentants, j'en ai déjà un peu parlé. Le premier genre donc, c'est la farce. Les farces étaient représentées par les clercs de la basoche. Alors, ce qu'on appelle les clercs de la basoche, en fait, la basoche désigne le palais de justice. Donc, ce sont les clercs de procureur, les clercs de greffier, les clercs de conseiller au Parlement, etc. Donc, chaque année, au printemps, ce qu'on appelle donc la basoche était en fête pour la plantation de mai. Et c'est probablement à cette occasion que les clercs organisent des montres de farce. Les sottis, quant à elles, formaient le répertoire des sots ou des enfants sans souci. Ce sont encore des clercs et des étudiants, mais cette fois plus jeunes et plus libres. Les sottis, j'y reviens un peu plus longuement que tout à l'heure, étaient des pièces satiriques dont l'objectif était de représenter la folie humaine. Donc ces acteurs étaient appelés des sots. C'étaient les héritiers en fait des anciens célébrants de cette cérémonie bouffonne que l'Église avait autrefois tolérée et qu'on nommait la fête des fous. Ce privilège-là de jouer sous le prétexte de la folie permettait aux sots, donc aux acteurs, d'avoir un franc-parler tout à fait original, même devant la cour, puisque même Louis XII les écoutait volontiers. La farce, donc, j'y reviens un peu plus longuement pour citer deux exemples très connus de farce. Donc après n'avoir été qu'un intermède, comme je le disais tout à l'heure, un intermède comique dans la représentation des mystères, la farce va conquérir petit à petit son individualité pour devenir une comédie bouffonne, proche du fabliau, qui va se moquer d'un certain nombre de caractères typiques, des maribenets, des femmes coquettes rusées, etc. Je l'en ai déjà un peu parlé tout à l'heure.
Deux farces principales donc, dont je fais rapidement le résumé. D'abord la farce du Cuvier. Donc dans cette farce, Jacquinot est un mari faible et soumis qui a demandé à sa femme et à sa belle-mère de lui écrire sur un papier l'emploi de son temps. Sauf que les deux femmes s'amusent à surcharger Jacquinot de tâches et se creusent la tête pour ne rien oublier. Jacquinot, lui, va accomplir scrupuleusement ses nombreuses besognes. Sauf que sa femme, en préparant la lessive, se laisse tomber dans le cuvier. Elle appelle alors Jacquinot à son secours pour qu'il la sorte de là. Sauf que le mari, évidemment, consulte sa liste et n'y trouve rien qui l'oblige à secourir sa femme. Elle supplie, elle demande grâce, et finalement Jacquinot consent à lui prêter main forte, mais à condition que cette liste de tâches soit déchirée et à condition qu'il redevienne le maître en sa maison. Donc on retrouve déjà dans cette première farce un certain nombre de caractéristiques du théâtre qu'on connaît. On en retrouve encore plus dans la farce de l'avocat Patelin, dont on ignore et la date d'écriture et l'auteur, mais qui est pour le coup un vaudeville assez adroitement construit que je vous encourage à lire, ça prend pas plus d'une heure, avec une suite de quiproquos beaucoup plus élaborés, assez amusants, et déjà cette situation qu'on retrouve ensuite perpétuellement dans la comédie du trompeur trompé. On y trouve surtout, plus que cet agencement ingénieux et ces quiproquos, quelque chose qui va être ensuite extrêmement important dans le théâtre français, c'est l'esquisse d'un comique de caractère qui doit faire écho pour vous au théâtre de Molière déjà. Voilà donc pour une petite histoire du théâtre médiéval. Je vous encourage à aller consulter dans la brochure toutes les œuvres que j'ai citées dans ce cours, ainsi qu'à établir les comparaisons dont j'ai parlé dans ce théâtre médiéval avec le théâtre plus tardif que vous connaissez.